décryptage par Jamaldine Benchenouf. Bonsoir. Une autre crise algéro-française qui est derrière. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui et pour nous en parler, nous aurons deux invités que je vous présenterai tout à l'heure. Encore donc de l'eau dans le gaz des relations entre la France et l'Algérie. Ce ne sont plus les habituels bisbilles, ni les coups d'estomac pour la galerie qui servent à entretenir le bluff. Non, là, et plus que des effets pervers qui auraient pu être générés par des retombées que les deux côtés n'ont pas su gérer, ce sont surtout les signes que quelque part, tout particulièrement au sein du système algérien, une partie non encore clairement identifiée semble être dans l'intention très forte de saper le peu qui reste de réconciliation possible entre les deux pays. Des thèses circulent sur l'objectif qui ne se cache donc plus de savonner la planche à évacuer les présidents fantoches. Cela même qui avait été créé de toutes pièces par les mêmes faiseurs et les mêmes défaiseurs de rois. Il faut dire aussi que dans ces sorties contre la France, depuis la reconnaissance du président Macron des thèses marocaines sur la question sahraoui, le président Tebboune n'avait pas craint de faire feu de tout bois jusqu'à mener les deux pays au bord d'une irréversible rupture. Il n'avait pas pris suffisamment de recul pour ne pas insulter l'avenir. Il pensait pouvoir impunément et comme d'habitude se livrer à des attaques proprement hystériques qui ont abondamment usé du sempiternel fonds de commerce colonial pour montrer à la France de quel bois mémoriel M. Tebboune se chauffait. Il n'avait pas évalué à sa juste nuisance une extrême droite qui ne pouvait rater une telle aubaine, une telle imprudence, et qui allait faire rugir dans les chaumières de l'extrême droite. Et toutes les officines de cette haine recuite contre les Algériens dont personne n'ignore pourtant le très bon rapport électoral. En ces temps où les forces politiques se préparent à plusieurs échéanciers électoraux, dont ceux des présidentielles, dont cette extrême droite, justement, pourrait très bien emporter la mise en l'état des choses. Côté pouvoir algérien, et avant que Tebboune n'entre dans l'équation avec ses gros sabots, personne n'avait jusque-là franchi le Rubicon des intérêts bien compris des uns et des autres, où planait l'omerta et les consensus jamais dits de la France-Algérie, avec tout ce que cela suppose de connivence, de transfert en France par les barons du régime de très fortes sommes d'argent sale, de leur blanchiment en France, de la discrétion française sur des affaires très florissantes des barons du régime algérien, de leurs enfants, de leurs clients. C'était open bar pendant des décennies par une France des coups de fil discrets pour aménager autant de passe-droits aux mêmes barons, fermer les yeux sur des passeports diplomatiques délivrés à des centaines de gens qui n'ont rien à voir avec la diplomatie, fermer les yeux sur les grosses opérations de blanchiment et de surfacturation à destination des banques algériennes, des facilitations en tout genre
pour ne jamais fâcher l'ami algérien. En échange, bien sûr, de choses et d'autres que le régime algérien accordait sans compter à l'ami français, puisque, bien sûr, il faut toujours renvoyer les ascenseurs, n'est-ce pas, à plus forte raison pour les potentats algériens que ce qu'ils déboursent, ils le puisent dans la poche du peuple dont ils ont volé la souveraineté et la dignité. Jusque-là, le pouvoir algérien avait toujours su naviguer entre deux eaux, user jusqu'à la fibre du fonds de commerce mémoriel pour stigmatiser la France coloniale et dans le même temps se servir d'elle comme d'une base arrière, prête à tout pour le satisfaire. Avec Tebboune, qui n'est surtout pas dans la délicatesse et la prudence, c'est toute la France-Algérie qui a été chamboulée, bouleversée. Non par un quelconque scrupule de M. Tebboune de ne pas se faire le complice d'une arnaque bilatérale au détriment des deux peuples, mais par pure stupidité, par outrancière mégalomanie. Il a gêné un Macron qui avait pourtant tout fait pour le ménager et lui tendre à chaque fois une planche de salut, et dans le même temps, il a mis en danger des centaines de gros barons et des milliers parmi leur clientèle, tous installés en France. Nous ne savons pas encore ce qu'il en est vraiment. Et si ces gens ont vraiment décidé de débarquer celui qui a tout bouleversé et qui risque, sans vraiment le vouloir, de démasquer les pratiques mafieuses de tout le régime, mais ce qui semble ne plus faire de doute par contre est que cette affaire de condamnation de Christophe Glaise à 7 années de prison ferme est très certainement un coup de Jarnac contre Tebboune lui-même. Avec nous donc pour en parler, Adel Jabbar depuis Montréal, analyste et militant politique. Adel Jabbar, merci d'être avec nous. C'est moi qui te remercie, cher ami. Assalamu alaikum. Bien le bonjour à tout le monde, puis aux techniciens qui s'occupent de cette émission. Merci. Alors, Rafiq Bouhlel, militant politique et analyste politique, qui est avec nous depuis Marseille. Rafiq Bouhlel, merci d'être avec nous. Bonsoir, Sidi Jamal. Merci de votre invitation. Un chaleureux bonjour à Adel et à toute la régie et encore une fois à tous les téléspectateurs de la chaîne Afrique du Nord et merci pour l'invitation. Alors, restez avec nous, Rafiq Bouhlel. Question. Que pensez-vous de cette reprise des hostilités, si je peux dire, après que d'un côté et de l'autre, on ait tout fait pour essayer d'aplanir un peu les différends. Monsieur Tebboune qui demande à Macron de voir quelqu'un d'autre que lui-même pour demander la grâce de Saint-Salle parce qu'il ne serait pas de bon ton, n'est-ce pas, auprès du peuple algérien qui a été chauffé à blanc par le même Tebboune, que de répondre favorablement à la demande de grâce de M. Macron. Donc M. Macron qui se dérange, qui fait tout le travail, qui voit avec le président allemand, qui accepte de demander la grâce pour tromper le peuple algérien. Et M. Sansal est libéré contre des petites conditions que M. Macron lui a imposées en France, d'être un peu prudent, de ne pas trop blesser les amis algériens et tout le reste. Hein, je ne m'étendrai pas davantage. Et voilà qu'après avoir tout fait, tout remis en place,
rétabli les relations consulaires, remis en place des dizaines de diplomates qui avaient été rappelés d'un côté et de l'autre, voilà que M. Christophe Glaise, notre confrère, journaliste, est condamné à 7 ans de prison, alors que de l'avis de tout le monde, le dossier est vide. Un coup de jarnac pour gêner M. Tebboune, pourquoi si c'est le cas? Ou alors peut-être que vous avez une autre théorie, une autre thèse. Avec Bohler. La condamnation de Christophe Glaise est une condamnation injuste. Monsieur Christophe Glaise est un journaliste qui est pris en otage par la junte militaire algérienne et il est instrumentalisé dans 2 dossiers. Le premier dossier est le dossier du MAC, qui est un dossier vide dans l'histoire parce qu'il est venu faire un reportage footballistique. Rappelons que Christophe Glaise est un journaliste sportif et n'a rien à voir avec la politique et qui a été condamné à cause de quelques échanges SMS qui datent de plusieurs années, donc et des échanges privés et non pas publics. Donc, car la justice algérienne et le gouvernement algérien utilisent les messages SMS ou WhatsApp échangés avec les uns et les autres pour se faire condamner. Et surtout, il a été condamné pour essayer de faire pression sur les autorités françaises pour leur demander de clôturer et de fermer le dossier Amir DZ. Le dossier Amir DZ, c'est le blogueur qui a été victime d'enlèvement, de séquestration et d'un projet d'assassinat impliquant des agents des services secrets, algériens établis en France. Et malheureusement, la justice française est une justice indépendante qui n'est pas soumise au diktat du téléphone comme l'est malheureusement la justice algérienne. Et la justice française est une justice qui travaille dans le calme et dans la sérénité et qui prend le temps de faire des enquêtes approfondies à charge et à décharge. Sachant que là, on parle de violation de la souveraineté française par des agents des services secrets étrangers, notamment algériens, pour l'enlèvement et la séquestration et un projet d'assassinat contre un réfugié politique qui est Amir DZ. Et Christophe Glaise, le régime algérien veut l'utiliser comme monnaie d'échange contre la libération de l'adjudant qui est déjà emprisonné depuis plusieurs mois, avec ses complices, une bande de mafieux des pays de l'Est et qui ont été, selon les premiers éléments, recrutés, financés par l'argent algérien. On parle de 500 000 euros pour monter cette opération et c'est un dossier gravissime que même Emmanuel Macron ne peut pas se permettre, il n'a pas les moyens, dans une démocratie qui se respecte, de donner des instructions au parquet national antiterroriste pour pour fermer ce dossier et libérer les diplomates algériens, les agents des services secrets algériens sous couverture diplomatique. Donc, malheureusement, Christophe Glaise paye un lourd tribut de l'incompétence du régime algérien, de la dictature du régime algérien, qui ne se contente plus de terroriser sa population sur le sol algérien, mais qui a exporté cette terreur sur le sol français et aussi sur le sol canadien. Malheureusement, on a vu dans des reportages des chaînes de télé canadiennes comment les services secrets intimident, menacent, approchent les militants politiques algériens basés au Canada afin d'obtenir leur silence en faisant ce qu'on appelle le chantage au sol, à savoir il faut vous taire pour que vous puissiez avoir le droit de rentrer en Algérie et ne pas être poursuivi pour des faits en général fictifs. Et pour la plupart, ils arrivent plus ou moins à obtenir le silence de quelques militants. Moi, personnellement, j'ai été contacté par les services secrets algériens où j'ai été victime de chantage au sol, à savoir me taire contre le retour en Algérie. J'ai refusé et je refuserai toujours
de me plier à ce régime de dictature et à ce régime qui impose sa dictature au-delà de ses frontières. Aujourd'hui, je pense qu'avec l'affaire de Christophe Glaise, c'est le point de non-retour avec les autorités françaises Oui, mais Rafik Boilel, dans ces excusez-moi de relations. vous interrompre. Euh, pour l'affaire Sansal, par exemple, et jusqu'à l'affaire Sansal, les verdicts qui étaient dictés par le politique, on savait à peu près la source. Soit c'était un consensus général entre d'un côté la junte et de l'autre la présidence, soit c'était des verdicts qui pouvaient être négociés entre les uns et les autres. Mais il y avait toujours consensus à la fin. Le président de la Cour du tribunal où se tient généralement le dit procès, c'est lui qui reçoit le coup de fil et à qui on dicte le verdict, 5 ans, 6 ans, dans le détail, hein, 5 ans, 6 ans, 7 ans de prison, il faut le relâcher, il faut lui donner un sursis. Et le président de la Cour convoque le juge en question, le juge de siège qui va présider au procès, et lui dit, voilà, on te demande de le condamner à tant d'années de prison ou de le libérer. On savait tout ça. Il n'y a personne en Algérie qui ne sait que les verdicts de ce type sont toujours dictés par qui on sait. Sauf que depuis Sansal, bon, il y a eu un consensus entre Tebboune et la junte. Mais avec Christophe Glaise, et même avec Saad Bouakba, semble-t-il, il semble que ce soit notre milieu qui n'ait pas respecté ce consensus habituel, qui soit sorti de l'obéissance et du tacite consensus pour des motifs, pour des motivations dont on ne sait pas grand-chose. D'après vous, si tel est le cas, ça reste une pure spéculation. Si tel est le cas, quel est ce milieu, cette officine, ce clan qui a fait pression sur la justice pour condamner Glaise, ce qui ne profite vraiment pas à M. Tebboune. Bien le contraire, si le crime doit profiter à quelqu'un, ce n'est certainement pas à M. Tebboune. C'est peut-être même le contraire. On aurait fait ça pour le gêner, pour le compromettre, pour le creuser un fossé infranchissable entre lui et Macron qui est en train d'essayer de rabibocher les choses. À votre avis, avant de donner la parole à Adel Jabbar, Rafik Boilel. Alors, honnêtement, je pense que en fait, c'est à cause de leur incompétence. Dans mon parcours en Algérie en matière d'investissement, en matière économique et politique, j'ai jamais vu de ma vie un gouvernement aussi incompétent que le gouvernement de Tebboune. Et j'ai jamais vu de ma vie un gouvernement aussi corrompu que le gouvernement de Tebboune et ses ministres. En fait, la condamnation de Christophe Glaise est due à leur incompétence profonde. Et cette incompétence est une double incompétence de la part de la présidence et de la part des services secrets algériens et des généraux notamment chargés de la DGDSE, Fethi Rochdi Moussaoui et sa clique qui sont chargés des affaires extérieures. Pourquoi? Parce que condamner un journaliste étranger, ils savent que toute la planète sait que on a une justice qui n'est pas indépendante, on a une justice qui est politisée, et ceci, condamner un simple journaliste qui n'a absolument rien fait, le prendre en otage en pensant qu'ils vont obtenir la libération des Algériens, des services secrets, des agents des services secrets algériens prisonniers en France, c'est une erreur stratégique qui montre leur incompétence. Plus grave encore, si vous avez remarqué, depuis à peu près une heure, l'APS, l'agence presse-service, est encore sorti de son silence pour essayer de faire un nouveau communiqué, pour détourner et induire l'opinion publique en erreur, en essayant de traiter la justice française d'une justice qui est aux ordres, alors que c'est le même pouvoir algérien qui félicitait la justice française quand elle a condamné Nicolas Sarkozy, Marine Le Pen ou les autres hommes politiques pour détournement de fonds et autres délits. C'est le même gouvernement algérien qui vantait l'indépendance de la justice française,
qui aujourd'hui, il n'y a même pas une heure, l'a attaqué violemment à travers un communiqué de l'APS digne franchement, de bassesse, d'incompétence, etc. Aujourd'hui, la condamnation de Christophe Glaise sonne la fin de la récréation et va ternir les relations franco-algériennes jusqu'en 2027 sans aucun retour possible malheureusement. Adel Jabbar, justement, comme vient de le souligner Rafik Bouhlel, cette sortie de l'APS qui semble s'attaquer aux deux journaux, l'un francophone, l'autre arabophone, qui ont fait tirer à boulet rouge contre la France de Macron, rajouter à cette condamnation à 7 ans de prison de M. Glaise. À votre avis, il se passe quelque chose au sein du régime ou alors c'est juste, comme le suggère Rafik Bouhlel, juste de l'incompétence? Sauf pour bien comprendre les relations algéro-françaises, il faut se mettre dans l'image d'un couple incestueux qui se chamaille publiquement et qui, le soir venu, se chuchote dans l'oreille sur un oreiller pour se raconter de belles histoires. L'histoire de l'Algérie et de la France depuis l'indépendance a toujours été chargée d'émotions. Les intérêts de l'État algérien n'ont jamais été mis sur la balance. Le dossier algérien a toujours été géré par des mafieux franco-algériens du côté français et des Algériens du régime et du système du côté algérien. Je vous renvoie à la lecture d'un excellent livre que j'ai lu, il est récent, et qui s'appelle Macron l'emprise. Il évoque le dernier voyage de Macron du vivant de Bouteflika et la horde de bandits qui l'ont accompagné, des fossoyeurs de l'économie algérienne. Qui ont-ils rencontré? Qui les ont pris en charge? C'est les Haddad, c'est les Koudinef, c'est les Arbarab, c'est les Bouchouers. Donc c'est tous ceux qui mangent dans la main de la France. Et je vous renvoie à une déclaration d'un ex-premier ministre français du temps de Chirac, c'est Lionel Jospin, quand il a été interrogé sur les relations algéro-françaises, il s'est abstenu de donner une réponse pour dire que les relations algéro-françaises relèvent des barbouzes des deux côtés de la Méditerranée. Et il sait de quoi il parle, il n'a jamais mis son nez dans ces relations-là, il sait qui les gère. Du côté algérien, c'est les services, c'est la police politique et les services secrets, et de l'autre côté, c'est le SDEC et la DST. Rappelez-vous qu'en 2006, Yves Bonnet avait un bureau à côté de celui du général Smaïl Lamari et à côté de Toufik. Et les enfants de Lamari et de Yves Bonnet sont bien associés dans une grosse entreprise florissante d'importation de médicaments en Algérie. Donc, pour moi, c'est de la foutaise tout ça. Maintenant, pour répondre à cette question du coup de Jarnac, j'allais commencer par ça, mais j'ai préféré faire ce rappel-là. Il ne s'agit pas d'un coup de Jarnac. Je vous renvoie encore à la lecture d'un excellent livre qui est sorti, ça fait 5-6 mois, qui a été écrit par des think-tanks français, et le titre est « Les 10 pires scénarios de l'armée française ». Donc, les 10 pires scénarios de l'armée française. Quels sont les défis auxquels va s'exposer l'armée française dans les années qui vont venir? Parmi ces défis-là, il y a un gros chapitre qui est consacré à l'Algérie. Et c'est là le nœud gordien qui nous permet d'expliquer ces contentieux. Ils disent en substance qu'en Algérie, et moi je l'ai tout le temps dit, je le pense encore, le régime ou le pouvoir n'est pas homogène. J'ai toujours considéré que ce pouvoir-là était siloïque. C'est comme des silos. Vous avez un silo de blé, un silo de bière, un silo de banane, et chacun tient sa part de pouvoir. Donc, ils savent pertinemment que le pouvoir est tricéphale en Algérie du temps de Bouteflika, et c'est lui qui est à l'origine de cette histoire-là. Donc, vous avez un pouvoir qui est détenu par les gens qui ont de l'argent, un pouvoir qui est détenu par la police politique et les services secrets, et un pouvoir qui est détenu par les civils et serviles du régime.
dictatoriale. Donc pour la France, elle considère officiellement qu'il y a en Algérie une aile du pouvoir qui est complètement, qui déteste complètement la France officielle et qui agit contre ses intérêts. La France officielle considère que les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui à Al-Mouradia sont des amis intimes qui préservent et qui protègent les intérêts de la France et il faudrait que la France leur vienne en aide. À défaut de quoi, l'aile hostile à la France va finir par prendre le pouvoir et fermer définitivement la porte au nez des intérêts français. Donc ce sont ce genre c'est cette véritable situation au-delà de toutes les spéculations qui Alors, qui Adel existent. Jabbar, nous allons écouter M. Macron parler de la condamnation de Christophe Glaise et je reviens à vous. La très grande préoccupation avec laquelle nous avons pris connaissance du jugement, il est excessif et il est injuste. Monsieur Glaise, d'ailleurs, a eu l'occasion de s'exprimer, de se défendre, et je souhaite vraiment que les autorités algériennes entendent ce qui a été dit par celui-ci, sa famille, et ce que nous disons aussi aujourd'hui de la nécessité de trouver un chemin à cette situation, de lui permettre de rentrer en France. Et nous agirons comme on l'a fait, avec aussi respect, engagement, et dans un cadre qui n'est pas celui de déclaration médiatique, mais pour trouver des voies et des solutions. Mais j'ai été vraiment extrêmement touché par ce jugement, pour lui, pour sa famille, pour l'ensemble de la profession, et je pense que ce n'est pas un bon signal envoyé. Donc il faut absolument qu'on trouve une issue favorable. Alors, Adel Jabbar, très brièvement, et je vais poser la même question à notre ami Bouhlel. Alors, M. Macron dit clairement, il ne s'adresse pas à la justice algérienne. Pour épuiser toutes les voies de recours, peut-être en cassation, peut-être. Non, il parle au régime, il parle aux politiques pour leur demander de faire quelque chose parce que c'est inacceptable. Ça veut dire qu'il reconnaît de façon directe que les verdicts en Algérie sont dictés par le politique en quelque sorte et que le politique, même s'il y a une condamnation, il trouvera toujours le moyen, soit par une autre instruction à la cassation, soit par la grâce, d'élargir celui qu'il a fait lui-même condamner. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette sortie de M. Moi, Macron? je prends mot à mot ce qu'a dit le président français et je suis définitivement certain qu'il ne s'adresse pas à Tebboune, il n'a même pas cité son nom, parce que c'est lui qui a le stylo pour signer la grâce ou le pardon ou l'élargissement. Je suis franchement très désolé par les malheurs qui accablent ce journaliste-là qui est victime d'une situation dramatique. Et puis, c'est un passe-droit. Donc, Macron est en train de s'adresser aux véritables détenteurs du pouvoir. Ceux-là même qui ont mis Sensal en prison, et ce sont ceux-là qui téléphonent pour donner des ordres aux juges, pour leur dire, voici la sentence. Et ce ne serait pas Tebboune? Ce ne serait pas Tebboune? Non. Tebboune, Tebboune, c'est un faire-valoir. Il ne prend aucune décision. Quand on le sonne pour lui dire prenez la décision, lui, il n'a que le stylo et le tampon, comme fut à l'époque le frère de Bouteflika. Saïd Bouteflika, tampon ou stylo, mais sinon, il attend les ordres. Tebboune ne représente rien. Et on l'a vu. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous, ni pour Tebboune, ni pour Saïd Bouteflika, qui tous les deux, c'est pas la même chose. Saïd Bouteflika, c'est le vrai grand patron. Alors que Tebboune, il est le grand patron tant qu'il ne dérange pas les autres. Mais je vais demander à Rafiq Bouhlel et je reviens à vous. Rafiq Bouhlel, ce message de M. Macron adressé non pas à la justice algérienne, adressé directement aux politiques. Ça veut dire qu'il reconnaît lui-même que c'est le politique qui dicte les verdicts en Algérie. Qui dicte les verdicts en Algérie à travers, parce que ceux qui gouvernent en Algérie, c'est les généraux.
Abdelmajid Tebboune n'est ni plus ni moins qu'une façade extérieure et la façade civile de ses généraux. Pour rappeler, si Abdelmajid Tebboune a été imposé par le général Ahmed Gaïd Salah en 2019 et continue grâce à Saïd Chendriha. Si demain les généraux décident de le faire tomber, ils vont le faire tomber comme ils ont fait tomber Cheikh Ben Jdid, comme ils ont fait tomber ceux qui étaient avant lui, et comme ils ont assassiné Boudiaf, et comme ils ont fait tomber Bouteflika, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Depuis 1962, c'est l'armée qui fait les présidents, et ce n'est pas le peuple. Mais néanmoins, le président Macron a dit aussi, en rappelant qu'en 2022, il a déclaré lors d'un off avec des étudiants franco-algériens que Tebboune est prisonnier d'une junte militaire qui est essoufflée et ébranlée par le Hirak. Donc, automatiquement, en tant que président de la République, il va s'adresser à son homologue président de la République, mais en même temps, il s'adresse aux généraux algériens. Moi, ce que je reproche au président de la République, M. Emmanuel Macron, c'est qu'il a toutes les cartes en main pour faire pression sur les tacites du régime algérien. Pourquoi? Parce que leurs femmes sont en France, leurs enfants sont en France, leurs entreprises sont en France, leurs avoirs sont en France. Il suffit de faire de geler les avoirs des enfants de Tebboune en France. Il suffit d'expulser les enfants de Saïd Saïoud qui habitent en France. Il suffit d'expulser le fils du général Hassan, le patron de la sécurité militaire intérieure qui habite en France. Il suffit d'ouvrir des enquêtes financières sur les biens mal acquis de l'ancien président du Sénat, sur les Saïd Chendriha qui a des appartements à Paris. Donc, en matière de moyens de pression, la France dispose de toutes les cartes nécessaires pour obtenir la libération de Christophe Glaise en 3 jours. Et soyons honnêtes, et les militaires algériens sont prêts à couper la tête à Abdelmajid Tebboune si demain la France s'attaque directement à leurs biens. Ça ne va pas se passer jusqu'en 2027. Et en 2027, vous allez voir si Jamel et tous nos téléspectateurs, ils vont découvrir si la France va élire un président de droite ou d'extrême droite. Ça va être fini pour cette junte militaire. Ils vont s'attaquer directement à leurs biens, ils vont s'attaquer directement à leurs avantages indus qui ont été délivrés depuis des décennies, et ça va être la fin de la récréation totale, et ça va être vraiment une catastrophe. Et justement, la question se pose aujourd'hui de cette condamnation de Christophe Glaise. C'est un peu comme si quelque part en Algérie, ce clan qu'on n'a pas encore clairement identifié, qui a décidé de cette peine de prison, c'est un peu comme s'il tendait la perche à l'extrême droite française, alors que tout allait se calmer un temps soit peu. C'est comme avec cette condamnation, on voulait refaire partir l'extrême droite, lui donner du blé à moudre. Voilà, là, ce n'est même pas un franco-algérien, c'est un Français qu'on a condamné à 7 ans de prison, son dossier vide, alors que le côté algérien, ils sont, comme vous venez de le dire, Rafiq Bouhlel, tellement vulnérables, puisque leurs biens mal acquis sont en France, leurs bobonnes sont en France, leurs fils sont en France. Et donc, écoutons d'abord cette déclaration de M. Retailleau, et je reviens à vous deux pour essayer de nous expliquer qui est en train de tendre la perche à l'extrême droite et à la haine anti-Algérie, anti-algérien en France. Et en fait, ils ont un bouc émissaire depuis le départ, depuis des dizaines d'années, c'est la France. Donc quand ça va mal, ils s'excusent auprès de leur peuple en disant c'est la faute à la France. Donc je pense qu'il faut qu'on sorte de cette mécanique, de cette rhétorique-là, y compris pour le peuple algérien lui-même, qui n'attend que ça. Le peuple algérien n'attend que cela. Adel Jabbar, ils s'en prennent à la France et là, ils donnent du blé à moudre à M. Retailleau, et pas seulement, à la droite de la droite
Il y a l'extrême droite qui vont trouver là pain béni pour reprendre leurs chevaux de bataille et taper sur l'Algérie et surtout sur les Algériens de France. Il ne tape pas sur l'Algérie. Moi, je suis entièrement d'accord avec les propos de Retailleau. Il ne tape pas sur l'Algérie, il tape sur le régime mafieux algérien. Et comme disait notre ami Rafiq Bouhlel. tout à l'heure, Rafiq, les relations ne sont pas des relations d'État à État. Je vous dis, c'est des relations tout à fait mafieuses. Il faut que vous sachiez définitivement intégrer ça intellectuellement et mentalement dans votre cerveau. Le pouvoir dictatorial algérien se fout royalement des immigrés qui se trouvent en France. Même si demain ils sont confrontés au pire ennemi des Algériens en France, il ne lèvera pas le petit doigt. Parce qu'en Algérie, il est en train de sévir contre le peuple algérien. Et ce qui l'intéresse, ce sont ses propres intérêts, comme vient de l'évoquer Rafiq. Cette guerre et cette montée en cadence de l'hostilité de la part de journaux algériens, est-ce qu'ils sortent ça de leur propre chef? Nous savons qu'en Algérie, il n'y a pas de presse libre. Toute la presse est aux ordres. Elle est aux ordres de l'ANEP, qui constitue sa mamelle, en dinars, et elle est aux ordres du véritable et du seul rédacteur en chef, qui est la police politique. Et donc, ils sont en train aujourd'hui de les laisser s'acharner sur la France. Pourquoi? Pensez-vous que c'est pour les intérêts des Algériens qui résident en France ou ceux des Algériens qui résident en Algérie? Non, c'est pour leurs propres intérêts. Aujourd'hui, ils sont en train de menacer, ce journaliste-là est pris en otage, ils sont en train de menacer les Français tout en les suppliant en dessous de table pour leur dire laissez-nous voyager, laissez nos enfants tranquilles, ne vous occupez pas de nos actifs financiers et immobiliers. C'est contradictoire ce que vous dites, Adel Jabbar, puisque lorsqu'on leur dit laissez-nous voyager, laissez-nous tranquilles, laissez-nous investir, laissez-nous continuer à blanchir notre argent et tout, on ne condamne pas un journaliste français à 7 ans de prison. Là, c'est l'inverse. On dirait qu'ils sont en train de dire voilà, nous, on condamne votre compatriote et vous, vous faites ce que vous voulez. Ça veut dire qu'on n'a pas peur de vous. Non. On n'a rien à se reprocher. Ça fait partie des négociations. Vous vous rappelez des films de la mafia quand ils kidnappent un otage? Il faut qu'il donne une preuve de vie. La preuve de vie, c'est une oreille qui arrive par la poste ou un doigt qui est photographié et qui est envoyé à la famille pour leur dire vous payez la rançon. Nous sommes dans 2 systèmes mafieux. Donc aujourd'hui, ce pauvre journaliste est en train de faire les frais d'une brouille entre 2 systèmes mafieux, deux oligarchies. Parce que l'État français est un État qui a des institutions, qui a une constitution, qui a une justice indépendante. Ce n'est pas le cas en Algérie. En Algérie, c'est la caserne, c'est l'esprit de la caserne qui prévaut. Donc, si vous pensez qu'ils sont en train de vouloir pousser, ils sont en train de vouloir pousser pour défendre leurs propres intérêts, leurs seuls intérêts, le passeport diplomatique, les visas à outrance, les actifs immobiliers, les biens de leurs enfants, les études de leurs enfants. Ils s'en foutent royalement des Algériens et de l'Algérie. Donc ne tombons pas dans le piège de la propagande. La propagande et la prostitution sont les 2 plus vieux métiers du monde. Ce qui me fait dire qu'en Algérie, il n'y a pas de presse indépendante, il y a une prestitution. Une presse qui est prostituée au nez d'âne, à la dictature militaire. Restez avec nous. Pour moi, je termine si vous permettez. Oui, bien sûr, pardon. Pour moi, le bon journaliste, ce n'est pas celui qui pose les bonnes questions, c'est celui qui exige les bonnes réponses. Or, en Algérie, personne ne demande une réponse qui est acceptée et acceptable par le commun des mortels en Algérie. On est toujours en train de frotter, de cirer et de lustrer les godasses. Voilà. Rafiq Bouhlel, avant de vous donner la parole, nous allons écouter M. Sansal qui va nous dire que Glaise va être gracié. Il est tellement sûr de lui. Écoutons-le. J'étais à la fois effondré et à la fois heureux. Effondré et heureux? Oui,
Et il faudrait, parce qu'on n'avait pas besoin, l'État algérien n'avait pas besoin de poursuivre dans cet acharnement. Il aurait pu le condamner à 6 mois de prison. Et il sortirait aujourd'hui même. Puisqu'il avait fait ces 6 mois, donc il serait sorti Exactement. à l'issue. Voilà. Et- Donc il y a quand même une volonté, un acharnement contre ceux qui sont supposés être, qui complotent contre l'État algérien, etc. Et voilà, mais ça ne me surprend pas. Ça m'a beaucoup touché, mais ça ne me surprend pas. Donc Mais en effondré même temps, d'abord, mais pourquoi heureux? Ben, ça y est, il va sortir. Il va sortir dans 1 semaine, 2 semaines, il va être gracié. Vous voulez dire que en fait, là, c'était un processus normal pour sortir de la justice sortir, et maintenant voilà, il c'est faut le sortir. président Voilà. qui va pouvoir le gracier, c'est ça? Maintenant, le gouvernement a tous les instruments en main. Il peut le gracier, il peut faire ce qu'il veut. Mais quand le dossier est aux mains de la justice, il y a des procédures. Alors là, Sansal est dans la contradiction la plus totale. D'un côté, il aurait dit, il a dit, ils auraient pu le condamner à 6 mois de prison, 6 mois qu'il a déjà effectué, donc il serait sorti normalement, sans qu'il y ait lieu de le gracier, et ça serait passé très bien. D'un autre côté, il dit, ça y est, il va sortir puisqu'il a été condamné à 7 ans de prison. Ça veut dire là, il va être gracié. Donc, Rafiq Boulel, vous avez compris quelque chose à cette logique de M. Sansal? Alors, je ne suis pas d'accord avec les propos de M. Sansal pour 2 choses. La première des choses, quand il dit qu'il aurait dû être condamné à 6 mois. Pourquoi? Il n'a rien fait. Ce journaliste est innocent. Ce journaliste n'a absolument pas sa place en prison. Il n'aurait pas dû passer une journée en prison. Lui, comme Boualem Sansal. Deuxième des choses, quand il dit que Christophe Glass va être gracié dans 1 semaine ou 2, non. Christophe Glass va passer encore plusieurs mois en prison et je m'appuie sur le communiqué de l'APS qui a été publié tout à l'heure et qui fait un parallèle entre le MAC et Christophe Glass, qui accuse les autorités françaises d'avoir autorisé la création d'une association type de loi 1901 pour que le MAC puisse activer concrètement et sereinement sur le sol français, alors que ce même régime dictatorial de Tebboune et de Cheikh Griha ont créé en France plusieurs associations françaises de type loi 1901 pour mener la campagne présidentielle de 2024 en nommant à leur tête des élus de la République française, du jamais vu dans la 5e République, où des élus de la République française battent le pavé francilien et parisien pour faire campagne pour un président étranger, du jamais vu. Et à leur tête, l'association des Abous, à savoir la Grande Mosquée de Paris et son recteur, Shamsuddin Hafiz. Donc, aujourd'hui, et à travers ce communiqué de l'APS qui a été rédigé par les services du général Mabrouk Saba, chargé de la communication au ministère de la Défense, parce que c'est eux les rédacteurs en chef de toute la presse algérienne. Et si on prend et on compare le torchon, avec tout le respect que je dois aux journalistes indépendants et aux journalistes sérieux, entre le torchon d'Al-Khabar et le torchon du Soir d'Algérie, c'est le même torchon qui a été traduit en arabe et en français et dicté par les services secrets algériens. Donc on est face à une contradiction totale. Je ne suis pas d'accord avec Boualem Sansal. Christophe Glass n'a pas sa place en prison. Christophe Glass doit être libéré dans les délais les plus courts possibles. Et pour cela, il faut que le président Macron arrête de courber les chines devant ce régime qui ne comprend qu'une seule méthode, à savoir la méthode forte. Et par ce comportement, Abdelmadjid Tebboune et la junte militaire ont offert la victoire à Bruno Retailleau pour devenir président des LR, comme tout à l'heure vous le disiez si bien. Et aujourd'hui, ils donnent encore du grain à moudre à l'extrême droite pour arriver au pouvoir, parce que c'est leur terrain de prédilection, car ce régime algérien n'a aucune notion diplomatique, ne maîtrise pas la diplomatie, parce que ce n'est pas des politiques qui sont à la tête de la diplomatie, mais c'est des militaires purs et durs qui pensent qu'ils doivent soumettre tous les dirigeants étrangers à leur méthode mafieuse et leur méthode de barbouzerie
en termes de relations internationales. Et à un certain moment donné, cela doit s'arrêter de manière claire et nette, et les autorités françaises doivent sévir pour sauver la vie de leur ressortissant Christophe Blaise. Alors, nous avons vu là le soir d'Algérie et Khabar, comme par hasard, tous les deux titres en grosse manchette, quasiment la même chose. L'un en français, l'autre en arabe, ce qui avait dire à beaucoup de gens que, comme d'habitude, il y a eu le coup de fil pour dicter l'article. Et chose curieuse, l'APS, l'agence de presse service, qui semble ne pas être d'accord et qui suggère, bon, que vous voyez, c'est la presse, hein, les libres, nous ne pouvons pas lui dicter. Mais le dernier tour de micro, c'est une question que j'aimerais vous poser à tous les deux, et ce sera donc pour l'un et l'autre le mot de la fin. Dans des situations comme celle que nous vivons aujourd'hui avec ce procès de Christophe Glaise, où les seuls acteurs, en fait, c'est le régime à travers toutes ses déclinaisons, hein, à un point où une chatte n'y retrouverait pas ses petits. C'est tellement flou, c'est tellement brumeux qu'on ne sait pas qui est derrière quoi. Mais la société dite civile, les partis politiques, la presse, les associations de masse, les soi-disant ONG, les soi-disant organisations de protection des droits de l'homme, le Conseil constitutionnel, le Parlement. Pourquoi sont-ils aussi absents dans de telles histoires, et que lorsqu'elles s'expriment enfin, c'est toujours pour aller dans le sens du poil? Adel Jabbar. Ben, tout simplement parce que la société civile, c'est leur société civile. Le Hirak, c'est devenu leur Hirak al-Moubarak. C'est devenu leur Algérie. Ils ont fait un coup d'État le 12-12. Ils ont installé ce lourdeau-là à la tête de l'État algérien. Et puis, ils ont commencé à s'approprier les thèses du Hirak. Et ils ont défini, choisi leur société civile. Ils ont mis à la tête de cette société civile Hamlaoui, je ne sais plus comment elle s'appelle, la présidente du Croissant Rouge. Et puis ce sont cette clientèle-là qui fait office de société civile. La société civile, la véritable société civile algérienne, est dans la sidération. Elle est dans le terrorisme le plus absolu. C'est une prise de fer et de feu qu'elle est en train de subir depuis l'avènement de ce lourdeau à la tête de l'État. Et on voit aujourd'hui comment ils sont en train de terroriser les Algériens. Ils dénient l'existence d'opposants politiques et fût-il que ce soit des gens où il y a quelqu'un que j'aime beaucoup qui passait avec nous à Al-Maghribi à l'époque, c'était le monsieur Guelfa. Badreddin Guelfa, il a 76 ans, il a le même âge que moi, il croupit en prison avec des gens qui n'ont strictement. Ces gens-là détestent les Algériens, ils détestent l'Algérie, il n'y a que leurs intérêts qui prévalent. Et restez avec nous, Adel Jabbar. Rafiq Bouhlel, le mot de la fin, en moins de 3 minutes, s'il vous plaît. La même question, cette absence totale de la société civile, de la pseudo-opposition, de la pseudo-presse, des pseudo-institutions, et j'en passe. La société civile d'Ibtissam Hamlaoui qui enlève le pantalon à des hommes et qui emprisonne des hommes et qui instruit des juges et qui crache au visage de ses victimes et qui instruit des commandants de brigade de changer les dépositions, voilà, les PV, alors qu'à ce jour, elle n'a jamais été entendue. La société civile qui est fabriquée à l'image de ce régime avec un niveau bas, avec des pratiques mafieuses, avec des mœurs inqualifiables. C'est à l'image de ce régime qui est en totale faillite. Les partis politiques de Bulgarina
le Viagra politique du RND qui déclare que l'économie algérienne, c'est grâce à la pomme. C'est honteux. On n'a pas de parti politique en Algérie, on a des partis de lièvres qui sont là pour faire valoir comme des lièvres une certaine pseudo-légitimité. Concernant la société civile, c'est une société civile à l'image d'un gouvernement mafieux et corrompu, et les opposants et toute personne qui est contraire, qui a une pensée contraire et une opinion contraire à ce régime, se retrouve en prison, se retrouve harcelé ou se retrouve obligé de fuir l'Algérie, car aujourd'hui, l'Algérie est devenue un pays où rien ne se respecte et où on ne peut ni travailler, ni s'opposer à quoi que ce soit, ni construire quoi que ce soit, et c'est une faillite totale de ce régime dictatorial. Rafiq Bouhlel, merci. Adel Jabbar, merci. Je voudrais dire toute notre solidarité avec notre confrère, injustement emprisonné par un pouvoir despotique et mafiocratique, notre confrère Christophe Glaise. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Bonne soirée. Décryptage par Jamaldine Benchenouf.